Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va couper le son ici. Super. Bienvenue dans ce webinaire, nouveau webinaire, donc une série de webinaires qu'on va démarrer. Donc, ce premier webinaire, c'est sur la stratégie d'acquisition B2B et comment utiliser le parcours d'achat pour construire sa stratégie de contenu. Alors, euh, juste pour se présenter, donc moi je suis Nicolas, donc je suis le fondateur de l'agence que j'ai créée en 2017. Et moi, du coup, Yacine, consultant marketing au sein de l'agence ANU. J'accompagne les clients au quotidien sur leur stratégie de contenu et de génération de leads. Alors, avant de commencer, voilà les règles du jeu. Donc, c'est un webinaire qui va durer 30 minutes chrono et normalement pas une minute de plus. L'idée étant de délivrer du contenu qui soit intéressant dans un laps de temps assez limité. On sait que vous avez un temps, enfin votre planning est relativement chargé. Couper le son chez vous de votre côté. Normalement, on a dû couper le son pour tout le monde, mais si jamais vous l'avez, coupez-le. Deuxième chose, c'est qu'en fait, on veut que vous soyez très attentif durant le webinaire. Donc, en fait, on ne promet pas en fait de vous envoyer le support de la présentation. En revanche, vous pourrez éventuellement avoir le replay. Donc, on va vous envoyer un lien cet après-midi avec le replay du webinaire. Et puis, restez avec nous jusqu'à la fin parce que à la fin, on va vous présenter un cas client réel d'une société qu'on a accompagnée dans l'IT sur une stratégie de contenu et de génération de leads inbound. Alors, l'agence ANU, en une phrase, on est une agence marketing de croissance spécialisée en génération de leads B2B. On ne travaille pas en B2C, on est que sur du B2B vraiment. Et pour les marques technologiques, principalement dans le secteur IT. Exact. Donc nous, on est une entreprise 100% digitale, une agence 100% digitale, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous accompagner sur toute la partie événementielle, sur toute la partie print. En revanche, tout ce qui va être site internet, tout ce qui va être blog, tout ce qui va être réseaux sociaux, voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. La partie marketing automation, emailing, email outreach, euh, les scénarios de lead nurturing, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. On est 100% B2B, donc parce qu'on considère que pour une agence, c'est pas possible de faire à la fois du B2B et à la fois du B2C. Ce sont des métiers qui sont complètement différents, c'est des approches qui sont totalement différentes. Et puis 100% IT. Moi, j'ai un background de plus de 20 ans dans l'IT. Et Yacine maintenant de 5 ans à travailler avec des clients dans l'IT. Voilà, et on considère que pour bien travailler, il faut connaître l'industrie, il faut connaître votre métier, il faut connaître votre problématique, il faut connaître la problématique de vos clients, il faut connaître un petit peu, il faut avoir un assez bon quand même vernis technologique et technique aussi. Voilà. Donc 100% digital, 100% des B2B, 100% IT. C'est parti. Alors avant de commencer, vu qu'on va beaucoup parler du parcours d'achat, il y a une nuance à faire entre deux termes, le terme parcours d'achat et le terme parcours client qui sont souvent confondus. Donc le parcours d'achat, ça va être les différentes étapes par lesquelles va passer un prospect avant de prendre une décision d'achat. Donc on a généralement trois grandes phases qu'on va voir juste après. Et le parcours client, c'est plutôt les différentes interactions qu'un client va avoir avec une entreprise tout au long de son expérience client. Voilà. Ça, c'est une notion qui est effectivement importante, de bien différencier le parcours d'achat qui est plutôt utilisé en B2B du parcours d'achat, du parcours client, pardon, qui est plutôt utilisé en B2C. Dans le parcours d'achat, et ça, c'est HubSpot qui l'a proposé, on a trois grandes phases. On a une première phase qui va être une phase de découverte. C'est une phase durant laquelle le client va commencer à chercher l'information, va commencer à formaliser son besoin. La deuxième phase, ça va être une phase de considération. C'est une phase sur laquelle le prospect va chercher toutes les alternatives possibles sur le marché, les différentes solutions, il va commencer à regarder. Donc imaginons que vous vouliez vous rendre demain à Marseille, vous allez commencer à regarder si vous allez prendre l'avion, si vous allez prendre le train, si vous allez louer une voiture, etc. Ça va être toutes les alternatives. Et puis enfin, la dernière phase, c'est la phase de décision, ça va être la phase de choix du fournisseur. Donc là, on va s'intéresser beaucoup aux caractéristiques techniques, au prix des différentes solutions pour choisir un fournisseur. À l'inverse, le parcours d'achat,
client. Parcours client, pardon, s'il prend en compte le parcours d'achat au départ, lui va beaucoup plus loin parce que on va aussi dans l'expérience d'achat. Quand vous achetez un produit, vous achetez votre dernier iPhone, et ben le fait d'ouvrir la boîte, c'est aussi une expérience. Ça participe du parcours client. Le fait de l'acheter sur Internet, le fait de l'acheter dans un Apple Store, ça participe aussi du parcours client. Et puis, une fois que vous avez utilisé le produit, le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, de devenir ambassadeur ou pas de la marque, et ben ça participe aussi du parcours client. Donc, on a deux choses qui sont vraiment différentes. Le parcours d'achat, plutôt en B2B, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est notre vision. Et puis le parcours client qui est plus en B2C, et là, en fait, on va plutôt parler d'expérience client. C'est ça. Et du coup, sur le rapport entre acheteur et vendeur, auparavant, on avait plutôt un rapport de force, en tout cas le pouvoir qui était du côté du vendeur, c'est-à-dire que les commerciaux avaient le pouvoir puisqu'ils détenaient l'information. Et aujourd'hui, avec Internet notamment, on a un inversement de ce rapport de force entre guillemets, où ça va être davantage l'acheteur qui a les ressources, enfin il a tout ce qu'il lui faut à disposition pour prendre sa décision d'achat. Et donc cette évolution des comportements des acheteurs, avec notamment l'avènement d'Internet, a entraîné également une évolution du marketing, puisqu'aujourd'hui, de par la recherche en ligne, les réseaux sociaux, le fait que les acheteurs consultent des blogs, consultent différents contenus multimédia, que ce soit par vidéo ou des infographies, etc., sur Internet en tout cas, les stratégies des entreprises en termes de marketing se sont adaptées, et donc c'est là que sont nés, par exemple, l'inbound marketing, qui consiste à faire venir le client vers soi plutôt que d'aller vers lui à travers un marketing intrusif, tout ce qui est le marketing de contenu, qui est la pierre angulaire de l'inbound marketing, ou encore le référencement naturel pour arriver à se placer sur les moteurs de recherche, et tout ce qui est marketing automation, ou encore l'email. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que la technologie a un impact réel et direct sur les différentes stratégies marketing, avec un marketing qui est beaucoup plus centré sur les besoins des clients. Et pour se différencier, eh ben, la première chose, c'est qu'il va falloir offrir du contenu. Et c'est pour ça que le contenu a une telle importance, offrir du contenu adapté à la maturité des différents prospects. Alors, est-ce qu'il y a un parcours d'achat particulier en B2B et des spécificités dans l'IT? Oui et non. Le parcours d'achat, il est valable quelle que soit l'industrie. Mais est-ce qu'il y a une spécificité dans l'IT? Peut-être. Il y a une étude qui a été faite par Gartner et TechTarget qui démontre qu'en fait, effectivement, les acheteurs IT sont des gens qui sont très technophiles. Donc, c'est des gens qui vont chercher beaucoup d'informations sur Internet et qui vont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là, pour chercher de l'information. Donc, si on veut vendre à des acheteurs IT, il est important d'être présent sur la partie digitale, à la fois sur le site Internet et à la fois sur les réseaux sociaux. Et donc là, on a un schéma issu de l'étude de Gartner où on voit le parcours d'achat avec la troisième phase ici en plus qui est davantage liée à tout ce qui est appel d'offres notamment. Mais là, on voit en fait que le parcours d'achat en B2B est assez complexe et qu'on a une multitude d'acteurs aussi qui interviennent. Donc, on voit la complexité de ce parcours et le fait qu'il est central de bien le maîtriser pour pouvoir adresser les bonnes personnes avec le bon contenu au bon moment. Exact. Alors là, sur ce parcours d'achat de Gartner, en fait, il y a une étape supplémentaire qui est l'étape d'appel d'offres qu'on n'a pas mis on va dire, dans la partie académique classique du parcours d'achat en trois étapes, mais c'est vrai que cette partie appel d'offres nécessite d'aller chercher beaucoup d'informations parce que quand on fait un appel d'offres, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle les requirements, donc on a besoin effectivement de dire, ok, on veut telle et telle spécificité et c'est comme ça qu'on a construit l'appel d'offres. Donc l'information est aussi là très importante. Alors, on aborde là un point qui pour nous à l'agence est essentiel, c'est la création des personas. Alors les personas, on en parle beaucoup dans les agences, on en parle beaucoup chez les clients, et en fait on s'aperçoit que les personas sont en général pas très bien faites, que beaucoup de clients en fait confondent les user personas avec les consumer personas et les buyer personas. Nous, en fait, avec nos clients, on va travailler vraiment les buyer personas et on va pas utiliser les templates que vous pouvez trouver sur Internet pour créer vos personas parce qu'en fait,
Moi, ça m'intéresse pas, en tant que marque, de savoir que Pierre, CSP+, habite à Roubaix, ses enfants vont à l'école, et qu'il part en vacances à tel endroit, et qu'il attend de revenus. Avec ça va pas me permettre de lui vendre ma solution. Je vais pas lui vendre des tractopelles avec ça. Donc, l'aborder les personas comme ça, c'est pas la bonne manière. Donc nous, on aborde les personas d'une autre manière, sous comment ça s'appelle, la façon de le faire, c'est la façon qui a été éditée par Adèle Revela, qui Ouais. dirige le Bayer Persona Institute, et Yacine vous expliquer comment on fait. Alors, pour les personas, on a développé une méthodologie au sein de l'agence qui est justement basée sur les travaux d'Adèle Rivella, comme l'a dit Nicolas. On va se concentrer sur les 5 cercles de motivation d'achat des personas, des acheteurs, les initiatives prioritaires, qu'est-ce qui dans l'environnement de l'acheteur va faire naître un projet, les facteurs de succès, les obstacles perçus, donc qu'est-ce qui va faire qu'un acheteur va choisir une entreprise ou une solution plutôt qu'une autre, qu'est-ce qui va le freiner en termes d'obstacles perçus, ça va être quoi ces critères de décision également, et il y a le parcours d'achat bien évidemment avec les différents intervenants et les différentes phases. Et donc ce qu'on fait au sein de l'agence, c'est qu'on fait d'abord un premier atelier sous forme de workshop avec les équipes de nos clients pour identifier les interlocuteurs à interviewer. Ensuite, on va mener entre 8 à 10 interviews, une dizaine d'interviews clients ou de non-clients, c'est-à-dire de personnes avec qui, par exemple, nos clients étaient en contact et finalement qui ont pris un concurrent. Et en fait, de ces interviews, on va tirer des insights extrêmement qualitatifs. Donc, on va faire les transcripts de ces interviews, on va analyser les verbatim pour, au final, en tirer une synthèse et pouvoir utiliser ces personas dans la stratégie marketing qui va nous servir aussi bien pour un projet de refonte de site web, pour une stratégie de contenu. On va vraiment avoir les problématiques concrètes des personas pour pouvoir ensuite les adresser et arriver à faire en sorte qu'ils choisissent notre entreprise. Exact. Alors, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on va parler de tunnel d'information. Le tunnel d'information, ça va être toutes les différentes étapes par lesquelles va passer votre prospect jusqu'à l'achat et la fidélisation. Et la première étape, c'est l'étape de la reconnaissance du besoin. Et ensuite, la recherche d'informations, ça doit constituer 60% du contenu que vous avez créé, que vous allez créer. Et ces contenus-là, c'est des contenus qui sont assez génériques et qu'en fait, qui doivent répondre justement aux attentes de vos prospects. C'est pour ça que la phase en amont des personas et des recherches des besoins, savoir pourquoi ils vont investir 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million d'euros dans une solution. On a vraiment besoin de répondre à ces problématiques-là à travers les premières phases du parcours d'achat. Ensuite, la partie considération, décision d'achat, ça doit représenter 30% du contenu. Et là encore, on va s'appuyer sur l'étude des personas, à savoir pourquoi, quels ont été les critères de décision d'une solution, pourquoi ils ont choisi votre solution, pourquoi ils ont choisi la solution d'un concurrent, comment ils ont créé leur shortlist, comment ils ont écarté des concurrents de shortlist sur des spécificités, sur des prix, sur voilà un certain nombre de choses. Et ça, on le découvre à travers la création des buyer personas. Mais ce qu'on veut vous dire là sur cette slide-là, c'est qu'en fait, il faut créer des contenus qui soient adaptés aux différentes phases du parcours d'achat, avec des contenus qui sont plutôt génériques et qui vont permettre de faire prendre conscience du besoin, de son besoin à votre prospect dans les premières étapes. Et plus on va descendre dans ce tunnel d'information, plus on va avoir des informations spécifiques sur vos produits, vos solutions et vos prix. Et donc là, on a les 3 grandes phases du parcours d'achat qu'on a vu au début. Donc dans la phase de découverte, là, généralement, les acheteurs vont identifier un besoin, une problématique au sein de leur entreprise. Et donc là, les contenus qui vont plutôt être adaptés, ça va être plutôt des contenus éditoriaux, type articles de blog, des contenus d'experts aussi, des rapports, que ce soit de recherche ou d'analyse, ou encore des e-books pour répondre justement à des problématiques qui sont liées au début du parcours d'achat, où là, les acheteurs sont vraiment pas matures au niveau de leur recherche. Ensuite, c'est la phase de considération. Donc là, les acheteurs vont chercher à formaliser leurs besoins, donc ils vont étudier toutes les différentes solutions qui s'offrent à eux, les approches qui peuvent répondre justement à la problématique ou au projet qu'ils ont. Et donc là, ça va être davantage des livres blancs, des webinaires, des podcasts, des guides qui vont permettre en termes de contenu de répondre à leurs problématiques et à les aider à mieux formaliser leurs besoins.
Et enfin, sur la phase de décision, donc là, les acheteurs ont choisi l'approche ou la solution, ils savent vers quoi ils vont s'orienter, mais là, ils vont plutôt chercher quel fournisseur ou avec quelle entreprise ils vont travailler concrètement. Et donc là, les contenus qu'il va falloir créer, ça va être davantage des cas clients, proposer des démos aussi, de la documentation autour de vos produits, la comparaison entre différents fournisseurs. Ça va être ce type de contenu lié à la phase de décision qu'il va falloir créer. Alors, ce qu'on peut voir, c'est peut-être des use cases. Et le premier use case, c'est comment je fais pour attirer du trafic sur mon site. On va se répéter un peu, mais ce qui est important, c'est d'élaborer les buyer personas, parce qu'avec les buyer personas, ça va nous permettre de travailler dans les comités éditoriaux avec les clients et de connaître quelles sont les problématiques qu'on va devoir adresser. Et bien souvent, les problématiques qu'on doit adresser pour le client ne sont pas forcément celles qui ont été perçues par les commerciaux. Voilà. Parce que les commerciaux apportent des biais en fait dans les thématiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous parler des thématiques du dernier client qu'ils ont eu et surtout du dernier client à succès. Ils vont pas vous parler du client qu'ils ont perdu. Donc, élaborer les buyer persona, mettre en place un comité éditorial. Donc ça, on peut le faire de façon mensuelle ou de façon trimestrielle. Nous, on est plutôt sur du trimestriel avec nos clients. Ensuite, il y a toute la partie stratégie de mots-clés. Donc, on va travailler sur les mots-clés de vos concurrents, sur lesquels ils sont placés, et puis les mots-clés sur lesquels vous souhaitez être placé. Voilà. Donc ça va nous permettre aussi d'avoir du grain à moudre pendant le comité éditorial. Ce qu'il faut faire aussi pour attirer du trafic, c'est publier de manière régulière. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on publie pas suffisamment, en fait, on peut pas avoir des résultats en termes de référencement naturel. Donc, nous, ce qu'on préconise à nos clients, c'est de faire à minima une fois par semaine, mais 2 fois par semaine, c'est bien. Évidemment, une fois par jour, c'est l'idéal, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et puis c'est aussi, pour attirer le trafic, c'est aussi de créer des campagnes payantes. C'est tout à fait possible de promouvoir des posts qui ont bien marché et d'amener les gens sur votre site pour ensuite essayer de les convertir. Alors les erreurs à éviter, c'est de créer du contenu sans avoir élaboré de persona parce qu'on est vite perdu, on sait pas ce qu'il faut faire en termes de contenu, on sait pas vraiment à qui on s'adresse. Donc ça, si vous faites pas de persona, au moins un minimum ce qu'on appelle les personas ad hoc, qui sont les personas qui sont faites en interne durant l'atelier, je pense que voilà, c'est compliqué d'avoir une stratégie de contenu qui fonctionne et vous n'arriverez pas à avoir du trafic sur votre site. La deuxième chose, c'est publier des articles qui sont pas optimisés pour le SEO. On a beau avoir le bon contenu, on a beau avoir les personas, si on travaille pas le SEO, si on n'optimise pas de façon sémantique vos articles, si on fait pas le maillage interne entre les articles, si on fait pas des glissements sémantiques entre les articles, pareil, on n'arrivera pas à avoir suffisamment de puissance dans nos articles pour qu'ils puissent être placés sur la première page des résultats de recherche. Et puis voilà, publier juste de temps en temps. Alors ça peut être bien pour du branding éventuellement, ça peut être bien pour les réseaux sociaux, mais en tout cas en termes de trafic, les résultats ne seront pas là. Alors deuxième use case. Deuxième use case sur la partie génération de leads. Comment faire pour générer plus de leads? On est toujours sur la même base, les personas qui sont indispensables puisque on va répondre à leurs problématiques, donc il faut bien les maîtriser. Ensuite, créer des documents de conversion, tout ce qui est e-book, livre blanc, guide à télécharger. Pour pouvoir récupérer des coordonnées de contact, il faut proposer du contenu à valeur ajoutée et du contenu bien évidemment qui répond aux problématiques des personas. Et donc tout ce qui est e-book, livre blanc, ça marche toujours. Pareil pour les webinaires. Animer des webinaires qui répondent toujours aux problématiques des personas, c'est un excellent moyen pour générer des leads. Vous avez également les campagnes email personnalisées, ce qu'on appelle des campagnes d'outreach par exemple, où on va vraiment cibler la communication et les cibles, vraiment bien cibler la cible justement à qui on s'adresse, et avec des emails très personnalisés. Oui, c'est-à-dire on peut aller sur LinkedIn, chercher avec des mots-clés les personnes qui nous C'est intéressent, ça. et ensuite faire des emails hyper personnalisés sous forme de campagne. Voilà, et des campagnes de promotion également sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous créez un document de conversion type livre blanc, le promouvoir sur LinkedIn, ça peut vous permettre également de générer des leads. Les erreurs à éviter ici, la même chose que sur la partie trafic, créer du contenu sans avoir élaboré le persona, on va pas se répéter, mais vous l'avez bien compris. Créer des documents qui ne répondent pas aux problématiques de vos cibles. Forcément, si vous créez des e-books ou des livres blancs, mais qui ne répondent pas à une problématique qu'ont vos personas, ça va être difficile d'arriver à générer des leads puisque les personnes qui ne sont pas intéressées
ne voudront pas vous laisser leurs coordonnées en échange d'un document qui n'a pas de valeur pour eux. Les emailing de masse peu performants, on le voit souvent en B2B et dans le secteur IT également. Des emailing, on envoie, on shoot sur des grosses bases de données des emailing de masse non personnalisés et souvent les performances ne sont pas au rendez-vous. Les offres mutualisées également, un peu dans le même principe, et tout ce qui a trait au marketing intrusif, où on va avec énormément de publicité, énormément d'emails, être très intrusif auprès des prospects. Voilà. Et ne pas oublier de mettre des call to action sur votre site. Voilà. Très important. Au bas des articles, des fenêtres pop-up, ce genre de choses-là. Voilà. Troisième use case, c'est comment convertir les leads en clients. Ben là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est du marketing automation. Donc là, on est au milieu, vers la fin de notre tunnel d'information. Donc là, on a capté des prospects en amont, on a attiré des gens sur notre site, on a capté des gens dans notre base de données, mais maintenant, il faut les informer parce qu'ils ne sont pas forcément acheteurs au moment où ils viennent nous voir. Hein. Si quelqu'un vient télécharger un e-book, il est au début de son parcours d'achat. Donc, il faut arriver à le faire mûrir. Et pour ça, rien de mieux que le marketing automation qui s'appuie sur l'envoi d'emails séquencés dans un scénario. Alors, les scénarios classiques, c'est le scénario de lead nurturing. Hein, donc, on va mettre plusieurs emails et on va essayer de faire progresser avec justement des informations de plus en plus pertinentes en fonction du tunnel d'information. Ça va être des cas clients qui vont faire de la réassurance ainsi que les témoignages. Tout ça, ça va permettre effectivement de convaincre des prospects qui sont venus vous voir une première fois, qui sont venus télécharger un e-book, de travailler avec vous. Les erreurs à éviter, c'est essayer de leur vendre trop tôt dans le parcours d'achat. Et sans le voir, on voit des campagnes LinkedIn, on voit des campagnes emailing sur lesquelles c'est très product-centric. Et donc, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va écrémer le 1% de gens qui sont acheteurs à ce moment-là. Mais il faut d'abord éduquer les prospects, il faut leur faire prendre conscience du besoin, il faut leur montrer que vos solutions sont les meilleures et ensuite leur vendre. Alors, Alors, on a différentes offres autour du contenu que je vais vous présenter très brièvement. Sur la partie content marketing, on va être davantage sur la réalisation de contenus soit destinés au site web, soit destinés aux réseaux sociaux. On réalise également des campagnes sur LinkedIn ou sur Facebook. On fait également de la refonte de sites, des sites principalement sur WordPress en utilisant Divi, des sites multilingues, où en amont on va créer les personas, modéliser le parcours d'achat. Et l'objectif c'est de créer une expérience client qui soit très attrayante et également des sites basés sur les référencements naturels avec une bonne stratégie SEO. On a également une offre autour de la génération de leads en tant que telle et de la stratégie de contenu SEO. Les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on va chercher à attirer du trafic de manière naturelle à travers une stratégie SEO basée sur les mots-clés, la création de cluster topics et la génération de leads avec la création de documents de conversion et des séquences de captation de leads sur le site web. Et enfin, la partie marketing automation avec la création notamment de scénarios des lead nurturing, c'est-à-dire d'emails des séquences d'emails automatisées pour faire progresser vos acheteurs dans leur parcours d'achat jusqu'à qu'ils soient suffisamment matures pour être passés à un commercial. c'est ça. Donc ça, c'est un des 4 grands piliers des offres qu'on peut avoir. Maintenant, on a fait des packs particuliers. Donc le starter pack, c'est le premier pack qui est basé justement sur les personas. Donc c'est la création des personas, la création d'un e-book, ce qui vous permet derrière de faire des campagnes, vous, de génération de leads, soit sur votre site internet, soit à travers des campagnes Facebook ou des campagnes LinkedIn. Le deuxième pack, c'est un pack lead gen. Si vous avez déjà vos personas, là, c'est de faire un e-book plus une campagne LinkedIn. Donc, mettre en place la campagne LinkedIn et de créer l'e-book qui va répondre aux attentes de vos personas. Le pack grosse, ça, c'est basé sur de l'email outreach. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire essayer d'aller cibler sur LinkedIn vraiment les personnes qui nous intéressent, récupérer leurs coordonnées et ensuite faire de l'emailing hyper personnalisé où là, on va avoir des taux d'ouverture qui vont être en tout cas au-delà de 30%, qui vont entre 30 et 60-70%, et des taux d'engagement qui vont être de l'ordre de 25 à 30%, c'est-à-dire qu'il y a au moins une personne sur 4 qui répond. Enfin, le dernier pack, c'est le pack inbound classique, c'est-à-dire je veux faire 2 articles par mois. Donc voilà, donc si vous travaillez avec un new, il faut compter un budget d'à peu près 30 000 euros pour avoir la première année, en tout cas, une partie inbound marketing qui tienne la route. Alors maintenant, on va parler d'un cas client, des systèmes et des hommes, dont Yacine s'occupe.
Ouais, des systèmes et des armes. Donc SCH, c'est un client que je gère au quotidien qui est dans le secteur IT. C'est un gros intégrateur. C'est le premier intégrateur Oracle en France sur la partie solution SIRH. Ils font également l'intégration de RP Finance. Et leur objectif à la base, quand on a commencé à travailler avec eux, c'était d'augmenter la notoriété et surtout de générer des leads. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Ben, en fait, on a mis en œuvre le blog. Et donc, on écrit pour eux sur les différentes thématiques RH et les thématiques finance, 2 articles par semaine. C'est ça. Donc, on travaille en collaboration avec leurs équipes, c'est-à-dire qu'on fait les comités éditoriaux. Nous, on commence à rédiger les articles. Ensuite, ces articles-là sont retravaillés avec les consultants, optimisés pour le SEO et mis en ligne. Et une fois qu'on a suffisamment d'articles sur une thématique, dans ce cas-là, on va concaténer les articles et essayer d'en faire un livre blanc sur lequel on va pouvoir générer des leads sur le site internet ou à travers des campagnes LinkedIn. C'est ça. Alors, les résultats. En termes de résultats, alors SCH, on a commencé à travailler avec eux en octobre 2018. Donc là, vous avez au commencement, comme on a commencé en termes de trafic, ils étaient à peu près à 1985 sessions par mois. Et aujourd'hui, on est à 16 220. Donc là, on est sur le mois de mai 2021. On est à 16 220 sessions sur le site. Donc on a un trafic qui a été multiplié par 8, ce qui montre la pertinence d'une stratégie de contenu basée sur le référencement naturel, sur les personas, sur le parcours d'achat. Et parallèlement au trafic, on a une augmentation du nombre de leads. Comme vous voyez au début, en octobre 2018, on était à 2 leads par mois, 6 leads en novembre 2018. En tout cas, on était à très peu de leads, ils généraient quasiment pas de leads. Et ensuite, aujourd'hui, on est à une centaine de leads chaque mois et ça monte crescendo en parallèle du trafic en fait. Voilà, donc on a plus d'une centaine de leads, C'est 120, ça. 130 en moyenne leads par mois. Donc, grosso modo, est-ce que c'est rentable pour eux? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde au coût par lead, s'ils payent 2500 euros par mois pour avoir une centaine de leads, ça fait 25 euros le lead, ce qui est vraiment pas cher par rapport à des campagnes classiques. Et si on compare par rapport à des campagnes payantes, combien SCH aurait dû payer pour avoir le même trafic sur son site aujourd'hui auprès de Google? Eh ben, il devrait payer plus de 7000 euros par mois, entre 7 et 8000 euros par mois, ce qui représente par an quelque chose aux alentours de 87 000, 90 000 euros par mois. Donc, est-ce que c'est rentable de faire de l'inbound marketing avec nous? Oui. Pour SCH, c'est 4 fois plus rentable que faire du trafic à travers des campagnes payantes. C'est ça. Et quand vous faites une stratégie de contenu basée sur le SEO, c'est une stratégie qui perdure sur la durée. C'est-à-dire que comparé à une campagne payante, le jour où vous arrêtez de payer dans une campagne payante, vous n'avez plus de résultats. Alors que le SEO, c'est des articles, du contenu qui travaille pour vous sur la durée. Bravo Yacine. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on est maintenant à 29 minutes. Donc, il nous reste 1 minute pour conclure. Si vous avez des questions, si vous souhaitez des réponses, si vous souhaitez prendre rendez-vous, en savoir plus, vous avez ici nos coordonnées. Donc, vous avez mon adresse email, vous avez mon numéro de téléphone direct. Pareil, si vous voulez avoir des informations avec Yacine, vous avez son adresse email, son numéro de téléphone. Voilà. Donc, c'est un plaisir de faire ce premier webinaire avec toi, Yacine. On se retrouve à la rentrée sur un point plus spécifique qui est le marketing automation. Comment utiliser le marketing automation pour transformer vos prospects en clients et les différents types de scénarios qu'on peut mettre en place, etc. Voilà, on vous envoie le replay cet après-midi et on espère et on vous retrouve tous à la rentrée. À très bientôt. Merci à tous.